je vais… ah. Voilà, allez-y, ne vous occupez plus de moi. Okay. De temps en temps, vous entendrez ça quand je coupe éventuellement l'enregistrement, mais je l'ai lancé. Ok, alors, donc, donc le lien entre esclavage, colonisation, expropriation et propriété, quand je dis que c'est présent, c'est parce que effectivement, même si bon, ça fait des années et des années et des années que l'esclavage est passé, bon, la colonisation, c'est pas si longtemps, puisque en fait, ça s'est arrêté en 1946 avec la départementalisation. Et c'est vrai que le regard que les personnes vont avoir sur le patrimoine est très important, parce qu'il y a eu un moment où les personnes n'avaient rien. Donc là, moi, je le vois souvent hein, dans ma patientèle, je vois souvent ça va revenir, par exemple, au niveau de l'estime de soi, il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais voilà, en panier à rien, je n'ai rien, j'ai même pas une maison, etc. Donc, je suis rien. Et là, on sent vraiment une souffrance comme si, en fait, ça va au-delà de je suis pauvre ou etc. Ça va vraiment au-delà de ça. C'est vraiment, à la limite, je n'existe pas. Voilà, j'ai rien, quoi. Voilà, je vois pas comment l'exprimer autrement. Et ce lien justement avec l'esclavage où je n'avais rien. Et là, malgré le temps qui passe, je reste toujours au même niveau. Donc, c'est un peu ça. Et donc, il faut absolument pouvoir transmettre en fait mon patrimoine. Il faut que ça perdure parce que, effectivement, avant je n'avais rien, je pouvais rien transmettre puisque de toute façon, on pouvait partir déjà même avec mes enfants. Donc, ils pouvaient être vendus, etc. Donc, voilà, là, je vais transmettre et mon nom continue, mon histoire continue. La tâche au bien, j'en parle un petit peu plus loin aussi, est très importante et ça, on le voit et on voit même dans les batailles pour les biens, avec tous ces biens qui sont en indivision, où là aussi, on va rester sur des choses très terre à terre, où on pourrait se dire, mais justement, puisque on est dans la transmission du patrimoine, pourquoi les gens donc laissent les maisons en indivision et ne se battent pas pour garder le bien de la maison, mais c'est que bien souvent aussi, en amont, ça a mal été fait par les parents. Et après, les enfants vont préférer, eux, construire de leur côté pour transmettre de leur côté plutôt que de reprendre en fait. Et pour le statut établi par le bâti, on va le voir aussi par la suite, mais c'est vrai que cette maison va représenter en fait qui je suis. D'ailleurs, en psychologie, on a des tests justement comme ça avec la maison où voilà, on fera dessiner une maison et on demandera ce que ça peut représenter. Et selon la manière dont la maison va être dessinée, on en apprend beaucoup sur la représentation de la personne, sur sa propre représentation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais après, je pourrais… il est possible de laisser mon mail et qu'après, il y ait des échanges par mail et tout ça. Je pourrais répondre à toutes les questions. Ce n'est pas un souci et être plus clair peut-être. Non, c'est très bien, c'est dans le prolongement de beaucoup de réflexions engagées, donc c'est exactement dans la bonne orientation. On reviendra dessus, mais merci bien. Merci. Donc, diapo, alors suivante. Alors, l'espace est en rapport avec les besoins de développement de l'homme, donc les besoins physiologiques, les besoins psychologiques. Donc, il y a la pyramide de Maslow que vous connaissez. Donc voilà, dans la pyramide de Maslow, il y a tous les aspects. Donc, vous allez avoir, je l'ai mis après, donc la pyramide de Maslow. Autant aller directement, en fait. Ouais. Allons directement à la pyramide de Maslow. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Donc, vous avez tout ce qui est besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin d'accomplissement. Donc, les besoins physiologiques, ça va être manger, boire, dormir, activité sexuelle,
bon, voilà, hein, tout ça, voilà, le sport, etc. Après, vous allez avoir le besoin de sécurité. Donc, pareil, hein, c'est avec la maison, le travail et tout ce qui va concerner donc la sécurité. Le besoin de sécurité, en tout cas, de se sentir en sécurité, le besoin d'appartenance, donc ça peut être appartenance donc à une famille, à une nation, à un pays, à une communauté, voilà, donc ça peut être une communauté spirituelle, une communauté, quel que soit, en tout cas, le besoin d'appartenance, d'accord, le besoin d'estime, donc l'estime de soi et la confiance en soi, ce n'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est se sentir capable de, alors que l'estime de soi, c'est sentir qu'on a de la valeur, se sentir valable, en fait, sentir qu'on a de la valeur. Et donc, ce besoin d'estime fait partie de la pyramide de Maslow, voilà, sentir que, on est valable. Et le besoin d'accomplissement, ça va être tout ce qui est épanouissement. Et donc, c'est intéressant, justement. C'est pour ça que dans la diapo précédente, je disais que l'espace est en rapport avec les besoins de développement de l'homme. Merci. donc voilà, parce qu'effectivement, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il y a les besoins physiologiques et les besoins psychologiques. L'espace, il faut que cet espace puisse répondre à tous ces besoins de développement de l'homme. Et pour vous, je pense que quand vous pensez aménagement, c'est vraiment, je crois que si vous avez en tête la pyramide de Maslow, ça ouvre un large champ pour des projets, en fait. Voilà, en tenant compte de plein de choses, c'est-à-dire que si il faut que justement la personne se sente en sécurité, qu'elle se sente bien, qu'elle puisse être autonome. Là, c'est pour ça que par exemple il y a ce personnage donc dans le fauteuil roulant et tout ça. Donc voilà que tout le monde, que toutes les personnes puissent avoir accès et se sentir vraiment bien dans leur espace, et ça participera justement à un bien-être. Voilà. Donc, diapo suivante, encore suivante. Alors, la maison, c'est le refuge et c'est la source d'épanouissement. Donc, en Polynésie, par exemple, les maisons, elles doivent avoir un accès à la mer. Et j'ai travaillé en Polynésie et je me rappelle que moi, ça m'interpellait beaucoup en fait. Et j'ai posé des questions et en fait, on me disait que, mais voilà, c'est essentiel parce que les Polynésiens étaient des guerriers et des pêcheurs. Et donc, voilà, pour eux, la mer, c'est un élément qui est vital, quoi, en fait. D'accord? Donc, ils ont construit vraiment autour de cet élément vital. Voilà. Et à la différence peut-être des Antilles à un moment, parce que là maintenant, bon, effectivement, c'est différent, hein, de plus en plus et heureusement, mais pendant un moment, c'est vrai que même dans les récits, dans certains travaux d'histoire et tout ça, on voyait qu'il y avait cette espèce de défiance vis-à-vis de la mer par rapport justement à ce voyage sans retour là, donc de l'Afrique aux Antilles et donc voilà, avec tout ce qu'il y avait comme atrocité. Donc la mer, c'était pas vraiment vécu comme quelque chose, comme un élément qui était bénéfique. En Polynésie, c'est très très tôt, les enfants, c'est la mer. Donc, bien sûr, ils savent nager, ils savent pêcher très tôt et les maisons ont tout un accès à la mer. À Mayotte, on voit que la maison est transmise aux femmes par les femmes de génération en génération. Il y avait un documentaire dernièrement justement sur ça et c'est assez intéressant. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que justement, quand je parle de besoins physiologiques, besoins psychologiques et tout ça, et de ce rapport entre la psychologie et l'urbanisme, c'est intéressant de se dire que
on ne construit pas une maison comme ça. Derrière cette construction de maison, il y a donc un projet. Et ce projet, il est propre à chaque culture, à chaque histoire derrière cette culture, en fait. En Guadeloupe, on voit que bien souvent, quand vous vous promenez, vous pouvez constater que les maisons qui vont être construites en fait par les locaux peuvent avoir une vue sur la mer, mais la terrasse, en général, est tournée de l'autre côté, en fait. Alors que le métropolitain, lui, va construire vers la mer. Alors, j'ai rajouté quasi les pieds dans l'eau. Bon, c'est pas toujours vrai, hein, bien sûr, hein, parce que si vous êtes en montagne, c'est sûr que. Mais c'est vrai que ça va être bien souvent, voilà, le métropolitain, ce sera plus une construction vers la mer. On peut observer aussi que, donc, par là, que le local va être plus sur du repli sur soi, alors que le métropolitain, lui, va être plus dans l'ouverture. Et ça peut s'expliquer par l'enracinement, donc versus le non-attachement. Donc l'enracinement, ça va être donc pour les locaux et le non-attachement pour le métropolitain. Ce qui ne veut pas dire qu'un métropolitain ne va pas être attaché à la terre, hein, bien sûr. Hein. Mais ce que je veux dire, là, je parle pour la Guadeloupe, d'accord? C'est vrai que bien souvent, on s'aperçoit que au niveau des locaux, ça va être plus quelque chose. Donc, alors, la terrasse peut faire le tour de la maison parce que c'est très intéressant et très important de vivre dehors. Donc, mais pour ce qui est de ce rapport donc à la mer, ça va être différent. Pareil aussi pour l'enracinement. Quand je parle d'enracinement, au niveau des locaux, bien souvent, si vous dites, bon, écoute, peut-être que ça serait, je ne sais pas, si tu dois partir, aller dans un autre pays, aller, enfin, tout claquer, et puis voilà, et puis partir, ça. La première question qui viendra, mais ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma maison ? Alors que ce n'est pas quelque chose que on va retrouver en fait chez un métropolitain. Alors bon, maintenant dans les jeunes générations, c'est autre chose, hein, bien sûr. Hein, mais par rapport aux personnes que j'ai pu côtoyer dans… Ah, je vois, aux Comores aussi, c'est aux femmes de construire la maison avant de se marier. Bah oui, tout à fait, ouais. Et ça, justement, merci justement de votre intervention, parce que voilà, et ça, effectivement, alors juste la parenthèse, je reviens sur ce que disait M. Saint-Just, mais voilà, comme à Mayotte, c'est vrai que ça aussi, c'est important parce que ça donne, au niveau justement de cette jonction entre urbanisme et psychologie, ça va donner un autre sens, en fait, à la construction. Ça va donner un autre sens à la maison. La façon dont on va percevoir cette maison, en fait. Voilà, avec les aménagements qui pourraient être faits. Et voilà, il y a une histoire derrière. Il y a des sentiments aussi derrière. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Donc, pour revenir sur voilà, que vais-je faire de ma maison, c'est vrai que, par exemple, quand je discute avec certaines personnes, hein, que ce soit des locaux ou alors des métropolitains et tout, bien souvent, ça va être, voilà, vous allez voir, alors les Antillais vont vous dire, ah ouais, non, mais bon, maintenant que j'ai construit et tout ça, bon, de toute façon, ça va être pour la… Ah non, mais même s'il faut louer, mais tu sais pas à qui tu vas louer. On est beaucoup dans, vous voyez, la protection, ah ouais, non, mais j'ai trop souffert pour ma maison, etc. Là, dernièrement, j'étais à Saint-Martin et en fait, il y a alors là, c'était une métropolitaine et tout. Ça fait 2 ans qu'elle est arrivée, oui, parce qu'elle est arrivée juste avant le Covid, en fait, en janvier 2020. Et elle a déjà acheté à Saint-Martin. Et alors qu'elle sait qu'elle doit repartir dans 4 ans, vous voyez. Et donc voilà, et donc ça interpelle en fait, c'est-à-dire qu'elle avait effectivement ce besoin d'acheter, parce que bon, c'est vrai aussi que les loyers sont vraiment tellement chers à Saint-Martin et tout, mais elle avait besoin d'avoir quelque chose, bien sûr, mais après, ça ne lui posera pas de problème, en fait, de devoir vendre, ou alors de laisser, peut-être de louer, tout ça, de partir. Vous voyez? Donc, c'est vraiment c'est pour ça que je parlais d'enracinement versus le non-attachement. Ce sont deux visions qui sont totalement différentes.
Après, j'avais mis, oui, dans les exemples, j'avais mis jardin, les jardins aussi. Quand je vais marcher, souvent, ça m'interpelle. Je m'amuse, en fait, alors, parfois, je me trompe, hein, mais je m'amuse à essayer de savoir à qui appartient la maison. Et bien souvent, quand vous voyez qu'il y a plein de fleurs, etc. Alors après, ça dépend de quel type de fleurs, mais quand il y a plein de fleurs, vous pouvez vous dire, ah tiens là, ça doit être un métropolitain qui est là. Bon. Et par contre, quand vous allez voir, alors plutôt avec vraiment des fruits dans le fond, vous voyez un petit peu, ça fait un petit peu potager, enfin jardin potager, etc. Et ben là, vous pouvez vous dire que tiens là, ouais, ça doit être plutôt un Montier. Faites quand vous irez vous balader, essayez de regarder et vous verrez que c'est assez, voilà, c'est une constatation qui est assez drôle quoi, sur les pratiques. Voilà. Alors, madame, le fait de construire vers la mer implique quoi exactement si on est dans une vision plus… Alors, attendez, il y a une suite, je suppose, je tape dessus. Alors, si on est dans une vision plus globale sur l'aménagement de l'espace urbain. Alors, j'ai du mal à comprendre la question. Donc, le fait de construire vers la mer implique quoi exactement? Alors, moi, je parlais vraiment oh, attendez, je remets ça, voilà. Je parlais vraiment dans l'aspect psy, hein, dans la perception que l'on pouvait avoir. Le fait, alors ça peut être le fait de construire vers la mer, ben voilà, la personne est là, elle a besoin de voir l'immensité, elle a besoin de voir la mer, ça lui représente plein de choses, c'est-à-dire, je sais pas moi, plein de choses, hein, je suis bien, je suis au soleil, voilà, le besoin de voir cette mer que le Guadeloupéen, lui, il le vit. Il est sur une île et il est entouré d'eau, du moins, j'allais dire envahi d'eau. Non, il est entouré d'eau et donc son rapport va être différent. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais on pourra en tout cas en rediscuter. Je renoterai les questions et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas aussi quand vous si vous le voulez, après à me poser des questions par mail et tout ça, j'y répondrai et je pourrai certainement être beaucoup plus beaucoup plus clair. Voilà. Parce qu'en fait, là, ce que j'essaie de répondre à la question, mais en même temps, je ne voudrais pas, premièrement, être trop longue. Et puis, deuxièmement, après, ça m'emmène sur d'autres choses en psychologie qui peut-être ne rentrent pas dans le cadre justement de l'urbanisme. Donc voilà. Diapo suivante. Alors, bien sûr, on est obligé d'aborder l'histoire. Alors là, je parle bien sûr par rapport à la Guadeloupe. Hein. Mon propos, tout ce qu'il y a dans ce diaporama se réfère donc à la Guadeloupe, un peu la Martinique. Alors, l'histoire. Donc, la reconstruction en France après la Seconde Guerre mondiale désigne l'ensemble des initiatives visant à réparer les conséquences désastreuses de la Seconde Guerre mondiale sur le plan urbanistique et architectural. Donc, on dit que la reconstruction a duré 10 ans. Donc, dès le milieu des années 50, le baby-boom, l'exode rural, conduisent à la construction massive de grands ensembles et à une rénovation urbaine qui affecte toutes les villes moyennes ou grandes, ceci jusqu'au milieu des années 70. Donc ça, c'est en France. Mais forcément, ça aura un impact aussi sur les Antilles. Diapo suivante. Donc, en Guadeloupe, la rénovation urbaine aux Antilles, donc française, donc Pointe-à-Pitre. Alors là, vous avez le titre du livre de Roméo Terral, d'accord. Donc, rénovation urbaine aux Antilles françaises, Pointe-à-Pitre, le virage vers la modernité. Donc, dans la seconde moitié du XXe siècle, des opérations de rénovation urbaine ont été menées dans les départements d'outre-mer pour faire face à un exode rural important, généré par la chute des cours du sucre et la fermeture successive des usines. Parce qu'effectivement, à partir du moment où les personnes ne pouvaient plus travailler dans les usines, il a fallu trouver
un autre travail. Et c'est comme ça qu'ils ont quitté l'espace rural pour aller en espace urbain. Donc, les Antilles françaises vivaient auparavant essentiellement de la culture de la canne à sucre. Donc, à partir de la départementalisation, donc en 1946, l'économie rurale est délaissée au profit du bâtiment, du tourisme, des transports et des services. Diapo suivant. Donc, il y a eu l'aéroport international, il y a eu l'aménagement de nouveaux quartiers, l'activité drainée par l'implantation du port autonome de Jarry. Donc, tout ça, ça a provoqué l'extension de la ville à la fin des années 80 sur les communes voisines, donc des Abîmes, Bémao et Gosier. Alors, avant, donc c'est vrai que après 46 aussi, donc avec la départementalisation, donc il y a eu beaucoup de métropolitains aussi qui sont venus donc en Guadeloupe, et ça c'est aussi alors par rapport au travail et tout ça, et ça aussi c'est important de le souligner. Mais j'avancerai plus avant là dans mon propos, mais c'est important de comprendre ça, parce que le regard de l'Antillais sur lui-même, justement, par rapport aux métropolitains qui sont arrivés, permet de comprendre l'ambivalence qu'on verra tout à l'heure, qu'il y a eu justement au niveau des maisons. Je ne sais pas si j'ai été claire. Pendant que je parlais, je suis en train de m'écouter là. Non, bon. Alors, une population pauvre y résidait, tandis que la bourgeoisie citadine occupait l'espace central et commercial. Donc, l'habitat était essentiellement constitué de cases en bois recouvertes de tôles. Diapo suivante. Donc, c'est important justement d'avoir tout ça en tête, tout ce que je vous ai dit là avant justement, parce qu'il faut intégrer dans la réflexion l'histoire commune très longue entre la France et les Antilles, d'accord? Donc, comprendre ce qu'a entraîné l'assimilation au système français, 1635-1848 l'esclavage, puis 1848-1946, donc la colonisation, et après 1946 jusqu'à nos jours, la départementalisation. Donc, appréhender donc cette attitude ambivalente de la population face à la case. C'est pour ça que dans la diapo précédente, je disais que voilà, après il y a eu un moment où il y a eu un afflux en fait de personnes venant donc de France et tout, et ça a eu forcément un impact sur la population par rapport à la manière dont elle se concevait. Alors, du coup, la case devenait… Alors, c'est vrai que la case, c'est un symbole, c'est le symbole d'un passé difficile, mais en même temps, alors le symbole d'un passé difficile parce que, voilà, esclavage, colonisation, mais en même temps, c'était aussi le maintien de certaines traditions avec le jardin, avec la vie familiale. Et je parle d'ambivalence aussi parce que, en même temps, tout ce qui va être maison en dur, ça va être la volonté et l'espoir du meilleur confort, accéder à la représentation du pouvoir, sortir de la case pour habiter en dur, c'est le modèle d'élévation sociale. C'est pour ça que je parlais justement donc des personnes, de l'afflux donc de personnes de France, enfin donc des métropolitains et tout ça, quand ils sont arrivés, donc eux ils habitaient donc dans des maisons en dur, ce qu'on va appeler les maisons en dur. Et d'ailleurs jusqu'à maintenant les anciens vont parler de maisons en dur. Ce qu'on va appeler donc en maison en dur, ça va être par exemple les immeubles comme il y avait par exemple à Rézé, Grand Camp, Bainbridge et je suis désolée, j'ai du bruit derrière moi, donc voilà, donc je reprenais ce que je disais, oui, Bainbridge, les cités, voilà, Bainbridge, Grand Camp, Rézé, qui étaient vraiment à l'époque cotés, mais vraiment, là maintenant, c'est plus du tout coté, hein, d'accord, c'est même le contraire, mais avant, c'était vraiment coté, c'est-à-dire que là, parce que, en fait, les fonctionnaires habitaient dans ces maisons en dur, d'accord? Alors, bonjour. Donc, pensez-vous que la case peut être considérée comme un habitat indigne de nos jours? Alors, pas du tout. Justement, j'y viens. pas du tout. Donc voilà. Donc là, c'est vrai qu'à l'époque,
il y avait donc, en même temps, c'est pour ça que je parlais d'attitude ambivalente de la population face à la case, c'est-à-dire que cette case qui va représenter donc ce passé difficile, d'accord. En même temps, cette case, ben, c'est aussi quand même le maintien de certaines traditions. C'est le jardin, la vie familiale, c'est ce qu'on est, en fait, d'accord. Mais en même temps, ben, on n'en veut pas de cette case. Il faut sortir de la case pour justement aller habiter en dur, parce que habiter en dur, c'est un modèle d'élévation sociale. C'est aussi, ben, c'est comme un petit peu quand tout le monde veut devenir fonctionnaire, quoi. Voilà, comme la chanson de Kassav, voilà, moi voulons fonctionner. Tout le monde veut, voilà, on veut devenir, parce que ça va être stabilité, ça représente l'élévation sociale, c'est voilà. D'accord. Alors, pour répondre donc à la question, je ne sais pas si je regarde rapidement moi sur mon… non, je ne l'ai peut-être pas là. Non. Donc, pour répondre à votre question, non, alors je reprends quand même la question. Voilà, pensez-vous que la case peut être considérée comme un habitat indigne de nos jours? Non, parce que justement, il y a eu des travaux qui ont été faits dessus et je vous ai mis les sources où, ben non, justement, après, il y a eu une réhabilitation de cette case. D'accord? Mais, alors, diapo suivante. Merci. Mais voilà, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la réhabilitation de cette case, on était quand même dans ça, dans ce complexe de la case à nègre, d'accord? Et donc, pour sortir de ce complexe donc de la case à nègre, d'accord? Alors là, ça va être tout autour de la ville. Maintenant, les cases qui se trouvent en espace rural. Alors là, on est à l'époque, hein, on n'est pas aujourd'hui. Hein, là, on parle de l'époque. Les cases qui se trouvaient en espace rural n'étaient pas les mêmes, bien sûr. Mais alors, quand je dis n'étaient pas les mêmes, c'est pas ça. La personne n'avait pas la même perception de cette case. Là, quand je parle de complexe de la case à nègre avec cette photo, ben, effectivement, ça dit donc insalubrité, pauvreté, etc. Maintenant, la case qui était en milieu rural, c'était autre chose. Mais c'est vrai que la personne qui sort donc de son milieu pour aller à la ville, pour trouver du travail parce que ben, l'usine a fermé, et ben, son espoir d'élévation sociale ne sera plus dans la case, en fait. Voilà. Même si, en même temps, ben, la case est très importante, mais en tout cas, son désir d'élévation sociale ne passera pas par la case. Voilà. Diapo suivante. Alors, donc, l'organisation structurelle, donc le groupement familial ou l'acquis. Donc, je vous ai laissé au niveau des sources, comme ça vous pourrez revenir sur ces travaux, sur les divers travaux, les diverses littératures et tout, et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de vraiment bien comprendre de bien comprendre la perception, même encore actuelle, eh ben, des Antillais par rapport donc, à l'aménagement de l'espace. Alors, selon Mirto Ribalrilos, donc chercheur en langue et culture régionale, donc la cour est un espace en marge, donc entre le rural et l'urbain, permettant à des personnes en provenance de la campagne de se loger à moindre frais. Donc, ces espaces se retrouvent dans toutes les villes des anciennes dépendances coloniales. Effectivement, puisqu'il y a eu un moment, ben, voilà, hein, quand les usines ont été fermées, ben, il a fallu trouver du travail, comme je le disais tout à l'heure, ben, en ville. Diapo suivant. Donc, selon Jean-Pierre Gordiani, donc en Guadeloupe, le LACO est un groupement familial. Ça va être donc l'expression matérielle de la cohésion de la famille pour laquelle la terre reste en principe inaliénable. L'indivision serait apparue comme la manière la plus appropriée dans les conditions de l'époque de pérenniser collectivement le statut du lignage sur les terres généralement de petite taille
quelques arbres. Donc, c'est vrai que dans les lacous, donc vous avez plein de… Par exemple, en Guadeloupe, au niveau des… On va vous parler de lacou Montbruno, lacou Zarnia. Voilà. Ça existait, c'était là et ça permettait justement aux personnes donc d'être ensemble, de vivre ensemble, d'être proches, puisque c'était en périphérie donc de la ville, donc d'être proches et de pouvoir voilà aller travailler. Alors là, je vois qu'il y a une discussion. Ah non, d'accord, c'était toujours la même discussion. Ok, je pensais, comme je voyais un marqué, donc voilà. Donc le LACOU était vraiment au-delà même du groupement familial. Alors quand je dis au-delà, c'est-à-dire que au-delà du fait que les personnes pouvaient être de la même famille, mais il y avait aussi d'autres familles qui pouvaient donc s'agglomérer. Et je pense que le fait qu'on ait explosé ces lacous pour mettre les personnes dans justement des immeubles, des HLM et tout ça, ça a amené malheureusement tout ce que l'on voit, toute la dégradation au niveau du lien, alors le lien familial, le lien social, et voilà, le rapport qu'on peut avoir avec les autres, puisque chacun est dans sa caloge. Et bon, même si au début, les gens se parlaient, pouvaient essayer de recréer un peu ce qu'ils avaient pu vivre dans les lacous, mais au fur et à mesure, les choses se sont perdues, même par exemple par rapport aux enfants. Par exemple, j'ai pu parler avec des anciens qui disaient que voilà, un enfant n'était jamais seul en fait. Il était jamais seul, même si le parent part travailler, mais comme c'est dans le lacou, les autres adultes deviennent les parents. Là maintenant, dans les immeubles, tout le monde est chez soi. Et finalement, personne ne regarde qui que ce soit, si ce n'est d'un œil critique, mais sinon, ce n'est pas du tout pour être dans quelque chose d'enveloppant, en fait, et d'éducatif. Voilà. Diapo suivante. Alors, mémoire et perception de l'espace. Donc, les lacous ont assuré une sorte de transition à l'urbanité, donc pour les populations qui laissaient donc les campagnes pour essayer de mieux vivre dans les villes, tout en y préservant une certaine culture rurale. Ça a permis, donc, comme je le disais, je viens de le dire, en fait, de pérenniser les valeurs d'entraide, de solidarité. Mais malheureusement, oui, c'est vrai aussi que lacou aussi, ça signifie, dans lacou, il y a aussi les conditions de vie précaires, voire insalubres. Pourtant, et c'est pour ça que c'est important, je pense, pour vous de l'avoir en tête. C'est pour ça que j'ai voulu aborder donc le lacou, parce que ça a laissé une marque intemporelle, en fait, dans la représentation spatiale de l'individu aux Antilles, avec son besoin de verdure, d'odeur, de sons ruraux. Il ne faut pas oublier que l'être humain est grégaire, hein, il a besoin d'être en groupe. Et donc, son rapport à la nature est inscrit en lui, créant une lutte intestine, car s'oppose donc l'accès aux commodités de la ville et l'irrépressible attirance vers un espace arboré et vivifiant. Alors, quand on parle de lutte intestine, c'est une lutte à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en même temps, effectivement, la personne, elle a envie d'accéder aux commodités de la ville, d'être proche des magasins, d'être proche de son travail, d'être proche je sais pas moi, de cinéma, etc. et tout. Mais en même temps, il y a aussi cette attirance vraiment vers l'espace arboré et vivifiant. Et je crois que dans la construction, il faut tenir compte de ça. Dans tout projet de construction, d'aménagement de l'espace, il faut vraiment tenir compte de ça, de manière à ce que la personne puisse… de manière à ce qu'on puisse préserver en fait pour la personne ce rapport en fait à la nature qui est si important parce que inscrit en fait. Voilà. Diapo suivant. Alors, il y a deux mondes opposés, bien sûr. Le lacou, c'est voilà, on va être recentré sur soi, c'est la communication circulaire, hein.
D'accord? Et l'habitation en dur, le bâtiment, c'est la communication donc horizontale, chacun dans sa caloge. D'accord? Donc tout le monde, on est chacun chez soi et bon, on ne se parle pas. On ne se parle pas plus que ça. D'accord? Alors, quand on revient, si vous voulez, au niveau de la pyramide de Maslow, ben, on voit qu'au niveau du besoin d'appartenance, dans le Lakou, on est dedans. Voilà, le Lakou permet ce sentiment, ce besoin en fait d'appartenance, ce besoin aussi de sécurité et même ce besoin aussi, on va dire, physiologique dans le sens où dans les Lakous, personne ne serait resté sans manger, quoi. Même s'il n'y avait rien. Mais avec rien, les gens pouvaient faire beaucoup de choses. Et tiens, toi, donne-moi un petit peu de sucre, tiens, toi, tu as un petit peu de sel, etc. etc. Tu as un petit peu de viande, moi, j'ai ça, et j'ai un petit peu de riz, etc. Donc, voilà, dans le Lakou, je dirais qu'au niveau de la pyramide de Maslow, on pouvait certainement s'y retrouver avec ce sentiment d'appartenance, ce sentiment oui, ce sentiment d'appartenance, l'estime de soi aussi et tout ce qui va être le besoin d'épanouissement. Maintenant, dans l'habitation en dur, le bâtiment, je ne sais pas si on peut retrouver tout ça, dans le sens où, voilà, chacun dans sa caloche, chacun chez soi, chacun fait ses affaires et donc voilà quoi. Il n'y aura pas il ne va pas y avoir de réelle communication. Certaines personnes vont essayer de recréer, vont quand même essayer de recréer cela. Ce sont des irréductibles. Ils vont essayer et c'est très bien, mais ça paraît quand même plus difficile. Et je pense que ça amène pas mal de stress. D'ailleurs, moi, au niveau de ma patientèle, souvent, j'entends, j'ai deux exemples comme ça. Voilà, il y a des personnes qui me disent mais c'est pas facile, je peux parler à personne, je rentre, mais bon, voilà, une fois que je suis sortie du travail avec tout le trajet que j'ai eu, et puis après, donc, je rentre, c'est rentré, vous savez, je suis tellement fatiguée. Une fois que je me suis occupée du repas, les enfants, tout ça, j'ai qu'une seule envie, c'est je vais répondre tout à l'heure. J'ai qu'une seule envie, c'est de me mettre devant ma télé et puis voilà quoi. Hein, c'est tout. Et en fait, je vais être enfermée en fait dans mon monde. Et il y a un autre exemple que j'ai, c'est une dame qui elle a vécu longtemps en fait dans une habitation en dur, dans un immeuble à Bémao, et qui me disait que dès qu'elle a commencé à pouvoir économiser et tout, pour elle, son projet, c'était essentiel pour elle, en fait, de construire une maison, et soit de construire, ou en tout cas d'acheter en campagne. Et d'ailleurs, elle a acheté à Petit-Bourg, vers Grande Savane, tout ça. Et voilà, parce qu'il n'était pas question qu'elle puisse avoir des enfants et les élever dans des bâtiments. Pour elle, c'était pas possible, d'autant plus qu'elle vient d'une famille de Capesterre, où justement, voilà quoi, ils vivaient en fait, c'était une famille d'agriculteurs et tout ça. Donc pour elle, c'était pas possible qu'elle puisse élever ses enfants en fait dans un bâtiment, etc. Voilà. Alors, je vais revenir sur. Donc, c'est vrai qu'avec le dur, on perd l'aspect échange Baïkoku Savon du Lakou, mais il y a quand même de l'échange et de la solidarité entre voisins, pied-à-terre ou HLM. Alors, c'est possible. C'est certainement possible. Après, est-ce que ce sont des. Comment dire est-ce que ça existe en général? Est-ce que c'est très fréquent ou voilà, ça va être des personnes, comme je disais, des irréductibles hein, qui vont décider d'avoir ce type de relation, ce qui est très bien justement, parce qu'ils ont voulu préserver quand même quelque chose, parce qu'il faut aussi bien s'entendre avec son voisin. Donc voilà.
Alors, oui, sans doute pas la même profondeur dans la relation. Tout à fait. Je pense également que ce n'est pas la même chose que dans un lacou où vraiment, c'est important, vous voyez, cette communication circulaire. C'est très important parce que tout le monde voit, tout le monde se voit, tout le monde est… Alors, d'aucuns pourraient dire que, ouais, mais bon, on peut battre les plus facilement, c'est sûr, pourquoi pas, mais bon, je crois que même dans une habitation dure, ça se fait aussi. Mais dans le lacou, je crois que ce qu'il y avait aussi, c'était ça, c'était l'aspect grande famille, et donc ce qui est important pour toi est important aussi pour moi. Et c'est ce qui est perdu en fait dans l'habitation dure. Même s'il peut y avoir des petits groupes, effectivement, de personnes qui vont garder des relations les unes avec les autres. Et tant mieux si ça perdure d'ailleurs. Donc, diapo suivante. Alors, donc, l'individu et le groupe modifient sans cesse leur environnement et l'environnement et ses modifications rétroagissent sur le comportement et l'état d'esprit de l'individu. D'accord? Donc, l'environnement procure l'eau, l'air et la nourriture, bien sûr, donc ça nous est vital, mais l'environnement institue également du sens et de l'identité, donc en situant l'individu socialement, économiquement et culturellement, parce qu'il véhicule des significations. Donc, cet espace construit nous signifie en retour qui nous sommes et ce que nous devons faire. Donc, les lieux ont un passé qui contribue à son interprétation actuelle. Donc, pour revenir sur l'environnement institue également du sens et de l'identité en situant l'individu socialement, économiquement et culturellement. D'accord? Ça, c'est important par rapport, par exemple, comme je disais tout à l'heure, au niveau donc, de cette ambivalence qu'il pouvait y avoir avec la case, cet environnement situait l'individu socialement. La case, ça signifiait quelque chose à cette époque. Et l'habitation dure, ça signifiait encore autre chose. Et pour la représentation qu'on pouvait en avoir de l'extérieur, à l'époque, je ne parle pas de maintenant, mais à l'époque, vivre dans une case ou vivre dans une habitation dure, ce n'était pas du tout pareil, quoi. C'est qu'on n'avait pas, au niveau du statut social, le statut économique, c'était tout à fait différent. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir à l'esprit que l'environnement va véhiculer des significations. Diapo suivante. Donc, le contexte des relations individu-environnement. Donc, d'abord, vous avez un contexte culturel et sociétal, d'accord, qui va amener donc des aspirations, nécessités, d'accord. Et ça, alors, il faut pas oublier que l'individu est toujours au centre. Il est toujours au centre. Et c'est à partir de lui, donc, qu'on va partir. Donc, l'histoire individuelle et collective, donc, l'individu va en être imprégné. Et c'est à partir de ça aussi qu'il va pouvoir se projeter dans le futur. D'accord? Après ça, j'avais l'intention, je m'étais dit, si jamais je devais réintervenir, je serais intervenue que sur cette diapo-là, parce que je crois qu'elle peut être décomposée en plusieurs parties, comme la pyramide de Maslow, et ça peut permettre aussi de comprendre la perception que l'on peut avoir justement de son environnement. L'environnement privatif, l'environnement de proximité et l'environnement donc public, ainsi que l'environnement global. Alors, on va passer dessus. Je l'avais mise pour que vous l'ayez, comme ça, quand vous aurez le diaporama, vous pourrez revenir dessus. Mais je pense que il est vraiment nécessaire de passer plus de temps sur cette diapo. Mais ce que je l'avais mise pourquoi? C'était vraiment pour que vous ayez en tête qu'un individu, c'est pas juste vous ou moi, quoi. D'accord? Derrière cet individu, il va y avoir plein de choses. Cette histoire donc individuelle et collective, d'accord. Donc ça peut être, par exemple, l'histoire de la Guadeloupe n'est pas l'histoire du Poitou-Charentes. Voilà. Les aspirations, les nécessités, le contexte culturel et sociétal, d'accord.
on ne va pas se projeter de la même manière, bien sûr. Et voilà. Et après, donc, tout ce qui va être, par exemple, au niveau de l'environnement privatif, ben, l'habitat, l'individu, la famille, qu'est-ce que ça représente pour lui? Voilà. Comment il se situe dans cet environnement privatif? Pareil pour l'environnement de proximité. Alors, l'environnement de proximité, on peut y retrouver, par exemple, cet esprit Lacoux ou pas. L'environnement donc public, donc ça peut être cet esprit justement rural ou pas, et l'environnement donc global. Donc on pourra y revenir. Oui, on pourra y revenir. Donc diapo suivante. Alors, la ville, selon certaines études, serait propice au développement de divers troubles psychiques. Donc, ça amènerait l'anxiété, le stress, voire même la dépression. Donc, c'est vrai que la proximité spatiale, donc tout ce qui est commodité, service, ne s'accompagne pas nécessairement d'une proximité sociale, dans le sens où la ville ne dispose pas toujours d'espace favorable au lien social, parfois plus prégnant dans les campagnes, malgré des distances plus importantes. C'est vrai qu'en ville, on observe beaucoup le chacun pour soi, chacun dans sa caloge, comme je disais donc tout à l'heure. Voilà. Et effectivement, bah, ça va amener l'anxiété, le stress, la dépression, puisque en fait, on est seul avec soi-même. Alors, des éléments à fort impact positif ou négatif sur le bien-être de la population en ville. Donc, dans tout ce qui est positif, on va retrouver les émotions, donc tout ce qui est émotions positives aux abords des espaces verts et dans des rues présentant des façades ouvertes et animées, les jardins partagés et autres espaces publics réappropriés par les habitants, ça amène donc du bien-être, réduction du stress, augmentation donc du sentiment d'appartenance. Ça, c'est quand on a privilégié au niveau de l'aménagement d'une ville, quand on a privilégié justement les espaces verts, des rues avec, ça peut être avec des dessins, enfin des animations vraiment, voilà, des façades ouvertes et animées. Après, le côté négatif, ce qui va influer du moins négativement sur le bien-être de la population en ville, ça va être les environnements trop répétitifs, monotones, donc tels que les façades aveugles, voilà, tout ça, ça va être source d'ennui et de stress chez les citadins. Les difficultés de mobilité, bien sûr, parce que si vous habitez, d'ailleurs, on le vit pleinement, on le vit pleinement en Guadeloupe, puisque au niveau des transports en commun, c'est la catastrophe. Donc, quand vous n'avez pas de voiture ou alors que vous devez compter sur les autres ou que, enfin bon, voilà, toutes ces difficultés et tout, ça amène un aspect vraiment très, très négatif. L'isolement de certaines populations, voilà, chacun dans sa caloge et donc faible intensité des relations sociales. Diapo suivant, merci. Donc, les études qui ont été faites sur le sujet montrent que le cerveau humain a besoin de contact avec la nature, d'interaction sociale et d'une certaine complexité afin de satisfaire sa curiosité naturelle. Donc là, effectivement, je vous ai mis donc, le cri, donc le tableau, donc c'est le cri, parce qu'effectivement, ce cerveau, il a besoin de voir du vert. Il a besoin à un moment de se sentir entouré d'odeurs, de bruit, mais d'odeurs et de bruit de la nature. Il ne faut pas oublier que nous sommes des mammifères à la base. Donc, la configuration géographique de la ville et les pratiques de mobilité donc, exercent une influence sur le bien-être des habitants. Donc, parce que ça va empiéter sur des activités plus valorisantes telles que la vie familiale, bien sûr. Si vous perdez du temps à aller d'un point A à un point B,
c'est sûr que il y aura moins d'activités. Et comme voilà, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec ma patiente qui disait que quand elle rentre, après tout ce qu'elle a fait comme parcours et tout ça pour aller au travail, revenir du travail et tout, elle est tellement fatiguée que bon, après, elle s'occupe des enfants, le repas, les enfants, et après, elle est avachée sur son canapé et voilà quoi. Elle va rentrer dans sa bulle parce que elle peut plus, elle est à bout de force quoi. Et donc elle peut même pas espérer en fait avoir avec ses enfants en fait un contact plus valorisant et être dans du bien-être, dans des choses intéressantes avec ses enfants. Selon un institut de statistiques anglais, chaque minute supplémentaire réduit le bien-être et accroît l'anxiété, avec un impact particulièrement élevé au-delà de 30 minutes. Donc, c'est chaque minute que vous prenez pour vous déplacer, chaque minute de plus. Cela a été confirmé par une récente étude du CNRS qui a démontré que l'ampleur de l'espace pratiqué au quotidien est corrélée au risque de dépression des ménages dans les secteurs fragilisés de l'Île-de-France. Donc, il n'y a pas d'enquête sur la Guadeloupe, mais alors je pense que si on faisait une enquête, ça serait certainement la catastrophe. Parce que, enfin en tout cas pour ce que j'ai pu voir au niveau de ma patientèle, beaucoup de gens sont à bout. Alors soit ils sont à bout parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de transport, il va falloir acheter une voiture, mais après, au niveau économique, c'est pas toujours facile. Ou alors, ils doivent compter sur quelqu'un, mais si la personne ne peut pas après, ça met encore un autre souci. Ou alors, vous avez des personnes aussi qui ne peuvent pas prendre de travail parce que la première question qu'on va leur demander, et ça pourrait même passer pour de la discrimination d'ailleurs, mais la première question en entretien d'embauche qu'on va leur poser, ça va être est-ce que vous êtes véhiculé quoi, en fait. Parce qu'effectivement, connaissant l'état du transport en Guadeloupe, si vous prenez un travail et que vous n'êtes pas véhiculé, ça veut dire que peut-être que des fois, vous ne pourrez pas venir ou alors que vous arriverez en retard. Donc, ça va compter dans ça va compter en fait dans le fait de vous embaucher ou pas. Voilà. Diapo suivante, merci. Donc, qu'en est-il de la Guadeloupe et du dysfonctionnement pérenne de son réseau de transport collectif? Voilà, Donc, une meilleure desserte à travers la mise en place de nombreux et réguliers réseaux de transport collectif contribuerait en fait à améliorer la santé mentale des habitants, c'est sûr. Donc, ça permettrait des déplacements pour tous sans avoir à espérer un bus aléatoire ou un stop, et ça favoriserait l'accès à l'emploi en offrant à des personnes non véhiculées de postuler sans crainte d'être refoulées sur motif de difficulté de transport possible, c'est ce que je viens de dire. Voilà, parce que ce sont vraiment, j'ai eu pas mal de personnes qui me l'ont relaté, ça. Voilà. Donc, la prise en compte de la santé mentale est essentielle dans des projets de renouvellement urbain, bien sûr. Et pour prendre en compte cette santé mentale, il faut penser à toutes ces petites choses-là. C'est-à-dire s'assurer que dans le projet que l'on fera, tout peut être à portée de main, parce que sinon, ça risque d'être compliqué, en fait. Pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc, voilà. Donc, la relation entre les personnes et les milieux est indissociable. Voilà. À l'heure où l'OMS affirme qu'un quart de la population sera touchée par un trouble mental au cours de sa vie, il est urgent en fait d'intégrer la notion de santé mentale dans les réflexions urbaines. En effet, la qualité d'un lieu résulte aussi bien d'un aménagement réussi que de l'appropriation qui en sera faite par les habitants. Ce n'est pas tout, si vous voulez, de faire voilà, un chouette endroit, d'accord, qui va être tout joli et tout, mais il faut aussi pouvoir, il faut que la population puisse s'en approprier, en fait, puisse l'investir. Je donne un exemple. C'est l'espace qui est en face de… comment on appelle ça? Excusez-moi, je me mets un peu de clim. J'ai un peu chaud, voilà. Pardon. Donc, l'espace qui se trouve en fait en face du
du départ pour Margalante, le port en face du port. Donc là, il y a une cité qui est en face. Et donc, je ne sais pas pourquoi, c'est carrelé en blanc par terre, quoi, en fait. C'est une petite zone où il y a, je crois, une pharmacie, il y a, enfin bref, mais voilà. Sachant que le blanc attire le soleil, donc déjà, ça pose question. Comment dire, le fait que ce soit un peu carrelé, tout ça, j'ose pas imaginer quand les enfants tombent, comment ils doivent s'esquinter les genoux, les coudes, etc. Donc, certainement qu'à un moment, ça a été très joli, mais après, est-ce que réellement, ça peut être investi par les habitants? Je ne sais pas. Je me pose la question. Donc, et puis, il y a d'autres espaces comme ça. Hein, voilà. Alors que par contre, il y a un très bel exemple, justement, ça c'est à Sainte-Rose, pas loin du lycée, du collège du moins. Alors, je ne me rappelle pas du nom du collège, mais enfin bon, le collège à Sainte-Rose. Donc, pas loin de ce collège, il y a un espace qui est vraiment, alors qui est totalement improbable, hein, parce que de la route, on ne le voit pas. Il faut vraiment rentrer, en fait, un peu dans l'espace boisé et tout. Et là, voilà, et ben, il y a un espèce de jardin, un espace où les personnes peuvent venir jardiner et tout ça. Et effectivement, ben là, cet espace a été investi. Voilà. Donc, afin d'éviter que la ville reste synonyme de stress, il faudra amplifier les aspects positifs de la vie urbaine, notamment l'émergence de lieux de rencontre, la proximité des personnes et des destinations. Donc, il est important de prendre en compte les rapports subjectifs que les habitants entretiennent avec leur environnement afin de faire émerger une ville capable de concilier développement durable et bien-être mental. Voilà. Donc, effectivement, quand je dis rapport subjectif, parce que chaque habitant a un rapport à la ville, a un rapport à son espace. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de faire une enquête avant pour savoir un petit peu quelle perception la personne aura de son espace. Est-ce qu'elle en attend? Diapo suivante. Donc, là, bon, je faisais des propositions, mais en fait, ce n'est pas si intéressant que ça. Donc, on va passer rapidement. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant de penser à des parcours sportifs qui sont intégrés dans chaque résidence, à proximité des aires de jeu, permettant ainsi une surveillance et une accessibilité à une pratique sportive pour tous, notamment les parents. C'est primordial compte tenu du taux excessif donc, de maladies cardiovasculaires, obésité et surpoids et cancer donc, en Guadeloupe. Les jardins donc, familiaux de développement social, donc, constitués d'un ensemble de parcelles distinctes, chacune étant attribuée à un ménage qui en assure la culture. Donc voilà, ça existe hein, je vois par exemple dans l'Essonne, dans le 91, ça se fait et c'est très intéressant parce qu'après, voilà, à la fête des voisins, les gens partagent. On retrouve un peu cet aspect un peu la cour, même si c'est pas ça, mais voilà, les gens quand ils vont être dans les jardins, là, ils vont se partager des choses. Alors déjà, ils vont se partager, ça va être des recettes, des astuces, et puis après, ça va être donc des fruits, des légumes, etc. Donc, ça se caractérise par une démarche participative à la recherche de la mixité sociale, une animation qualifiée. Et donc, voilà, les jardins donc, mettent l'accent sur l'autoproduction alimentaire et l'ouverture au territoire. Donc, ils sont ainsi un possible outil de réappropriation des espaces collectifs pour une plus grande autonomie financière, sociale et alimentaire des habitants d'un quartier ou d'une commune. Diapo suivante. Donc, selon la définition donnée dans Larousse, le local se définit comme étant particulier à un lieu, à une région, à un pays. Donc, il se rapporte ainsi aux usages, activités et coutumes d'un territoire qui font sa spécificité, sa singularité. Donc, de plus en plus est observé un processus de mondialisation au sein duquel les échanges commerciaux entre pays influencent notre consommation et modifient notre rapport à notre territoire de proximité en apportant une large variété de biens et services venus du monde entier.
Dans le même temps, le développement d'Internet et des mobilités offre la possibilité d'appréhender le monde entier et ainsi d'autres cultures, mais au risque d'effacer les spécificités de chacune. C'est vrai que on s'ouvre à plein de choses et du coup, de plus en plus, on s'éloigne de ce qui est propre à notre région. Donc, en 1952, l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss alertait déjà l'UNESCO sur la nécessité de préserver la diversité des cultures dans un monde menacé par la monotonie et l'uniformité. Et je pense que, voilà, il alertait, mais que malheureusement, il n'a pas été écouté. Et voilà. Et maintenant, quand on se pose des questions justement sur la violence, la dépression, enfin bon, plein de choses, peut-être que avoir un petit retour justement sur cette phrase-là nous permettrait de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé. Voilà, diapo suivante. Donc, dans son ouvrage de patrimoine en question, l'historienne et théoricienne Françoise Choé, alors je ne sais jamais si on dit Choé, donc invite à reconquérir notre compétence d'édifier identitaire, car propre à chaque civilisation, pour faire face à un urbanisme de plus en plus décontextualisé. Voilà. Et là, je crois que c'est important. C'est pour ça, je vous invite à lire cet ouvrage, parce qu'effectivement, l'urbanisme de plus en plus décontextualisé. Donc là, ça revient vraiment à cette phrase de Lévi-Strauss, la nécessité de préserver la diversité des cultures dans un monde menacé par la monotonie et l'uniformité. Et là, on s'aperçoit que plus ça va, alors je parle pour la Guadeloupe, on est dans un urbanisme de plus en plus décontextualisé et ça serait intéressant justement d'y réfléchir et peut-être d'en sortir. Diapo suivante. Donc, l'urbanisme invite à donner la priorité aux besoins humains en évaluant d'abord le contexte et la réalité vivante. Donc, la psychologie met l'accent sur l'ici et le maintenant et le sentiment d'être présent en accord avec la réalité vécue. D'accord ? Donc, la relation entre ces deux, c'est-à-dire entre l'urbanisme et la psychologie, conduit à développer en fait des espaces en créant un dialogue qui permet de comprendre les besoins de l'individu. C'est pour ça que je vous ai parlé de la pyramide de Maslow. Donc, vraiment, c'est comprendre les besoins de l'individu par rapport au territoire dans une démarche holistique en générant des alternatives qui favorisent des environnements urbains sains. Voilà. C'est vraiment, vraiment comprendre les besoins de l'individu et dans la spécificité de son territoire. Diapo suivante. Donc, les propositions, voilà, améliorer l'habitat, améliorer l'espace public, une action globale avec des créations de lieux de vie, de rencontres, pour favoriser la cohésion sociale, recréer peut-être un peu cette perception LACOU, voilà, cette dynamique de LACOU, co-construire avec les habitants, bien sûr, si on ne les consulte pas, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un rapport subjectif, à l'environnement. Donc, si on ne consulte pas les habitants, on ne pourra pas… Même si c'est vrai qu'il y a des réunions publiques, mais bien souvent, on s'aperçoit que même s'il y a des réunions, mais après, est-ce que c'est vraiment suivi? Je ne suis pas sûre, tout le temps. Voilà. Je ne pourrais pas dire jamais, mais voilà. Diapo suivante. Donc là, voilà, je vous ai mis des sources. Voilà, encore, on peut continuer. Diapo suivante. Voilà, encore. Donc, voilà. Donc, là, Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire. C'est vraiment très, très intéressant. Et la ville à reconstruire, donc la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, donc de 58 à 84, ça va vous permettre vraiment voilà, ouais, enfin bon. Donc, certainement de mieux comprendre, en fait, cette ambivalence tout à l'heure dont je parlais entre la case, cette ambivalence pour la case, en fait.
Diapo suivant. Voilà. Alors, c'était pour répondre. Alors, ah non, c'est parce que j'ai fait n'importe quoi, c'est pas ça. Oui, alors il y avait je crois que c'est Graziella tout à l'heure qui a posé, voilà, la question tout à l'heure. Pensez-vous que la case peut être considérée comme un habitat indigne de nos jours? Eh bien voilà, dans ce livre-là, Case antillais, Jean Mouncarete, de Berthelot, eh ben, là, vous aurez justement toutes les réponses par rapport justement à cette case. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il y a ce rapport ambivalent donc pour la case, en même temps, eh ben, qui est synonyme, la case, donc ça va être voilà, tout le passé, etc. Mais en même temps, bah, c'est aussi le jardin, voilà, le jardin local et tout, bon, la famille et tout ça. Et en même temps, toujours ce besoin aussi d'élévation sociale, donc de devoir quand même quitter la case pour aller dans une habitation dure. Mais il est arrivé un moment dans les années 80 où justement Berthelot, lui, eh ben, il a voulu réhabiliter en fait cette case. D'accord, et finalement, eh ben, là maintenant, vous avez plein de personnes, voilà. Alors, on ne va plus dire des cases, on va parler de villas, mais qui veulent revenir donc justement à des cases traditionnelles. Et donc voilà, donc il est vraiment très intéressant. Alors, des cases traditionnelles, en sachant que si on respecte justement l'aménagement, alors là, on ne sera pas dans l'aménagement de l'espace, mais en tout cas, au niveau de l'architecture, ben, il va y avoir des codes, c'est-à-dire dans la case, la case d'antan, ben, vous aviez deux ouvertures. Il y avait une entrée, une sortie, c'est-à-dire que la case avait, pour que l'air puisse passer, d'accord, il y avait une entrée, donc une porte, voilà, dans le mur, et dans le mur d'en face, il y avait une autre porte, de manière à laisser l'air circuler, d'accord. Et donc, dans les cases de Berthelot, on va retrouver ça justement ben, pour éviter tout ce qui va être, pardon, excusez-moi, tout ce qui va être climatisation, des choses comme ça. Voilà. Les fenêtres, par exemple, j'ai beaucoup vu ça aussi en Polynésie. La manière dont, alors avec des toits, pas des toits, avec des plafonds qui étaient très, 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 très hauts, donc les plafonds très hauts pour laisser le plus possible d'air pénétrer, et avec les fenêtres, enfin pas des fenêtres, mais des ouvertures en haut, excusez-moi, des ouvertures, et qui permettaient justement à l'air de passer. Donc voilà. Après, voilà, vous avez les risques majeurs donc aux Antilles. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à lire. Diapo suivante. Pardon. Alors, je voulais vous laisser, en fait, mais non. Non, non, non. Est-ce qu'on peut revenir sur la précédente diapo? Parce que ça, c'est pour la fin. Et c'est bizarre parce qu'il me semblait que j'avais rajouté… Alors, attendez, je suis en train de chercher sur mon autre diapo, là, sur mon autre diaporama, mais il me semblait que j'avais rajouté des choses. Et malheureusement, je ne trouve pas. C'est bizarre. Bon, ben, je ne sais pas. Bon, mais je ne sais pas. Je croyais que j'avais rajouté Non, bon, ben, ce n'est pas grave. Donc, avant de passer aux deux dernières diapos, je voulais savoir si vous aviez des questions et savoir si j'avais été claire. Et voilà, il y aurait en fait tellement à dire, et en fait j'essayais justement de ne pas partir trop dans de la psychologie, parce que par exemple la question qui a été posée justement sur la mer était très intéressante. Mais là, je serais rentrée dans vraiment quelque chose puisque, par exemple, pour le psychologue, la mer, c'est tout ce qui signifie, la mer, c'est l'eau, et l'eau, c'est tout ce qui est émotion. C'est tout ce qui est émotion, mais c'est aussi tout ce qui va être liquide amniotique, et donc tout ce qui va être la conception
tout ce qui est maternel, etc. Et donc là, voilà, je serais rentrée vraiment dans plein de choses. Donc, j'étais obligée de me primer un peu. mais voilà. En tout cas, je suis prête pour vos questions ou alors des échanges aussi, des réflexions que vous pouvez avoir. Voilà. Voilà, dites-moi. Oui, il n'y a rien. Bon, personne, même par écrit. Sinon, moi, je si vous ne voulez pas rebondirai un parler. petit peu sur quelques éléments que vous avez présentés. Je pense que le concept en fait, de l'ACOU, il est très intéressant. Vous avez des références bibliographiques, des choses qui ont été écrites là-dessus? Oui, alors c'est ce que j'ai mis en fait dans les, dans la les bibliographie. sources. D'accord, oui. Voilà, dans les sources, vous avez sur les LACOU, là j'étais en train de regarder, voilà, par exemple, la diapo 31, vous voyez, si vous voulez remonter, au niveau des diapos, donc au niveau de la diapo 31, vous avez de la campagne à la ville, de la ville à la campagne, voilà. Les LACOU, marine et fruits à pain, voilà, étape foyalaise. Alors, l'étape foyalaise, c'est la Martinique, hein. Voilà, mais en fait, il n'y a rien eu d'autre d'écrit, ça m'étonne en fait, parce que c'est… Ah, si, il y a eu d'autres. Si, donc il y a eu lui. Après, il y a aussi, je crois que je l'ai mis. Alors, attendez, je suis en train de revenir sur les LACOU. Il y a un Guadeloupéen aussi qui a écrit. Oui, Jean-Pierre Giordiani. Enfin, quand je dis un Guadeloupéen, en tout cas, au niveau de la Guadeloupe. Oui, sur le territoire de la Guadeloupe, on va faire des recherches un petit peu là-dessus. Et vous avez vu, c'est une thèse en langue et culture régionale. Oui, là, c'est pas Mirto dans le domaine Ribadrillo. Voilà, pas dans le domaine des sciences sociales, en fait. Donc, avec la dimension sociologie ou aménagement du territoire ou historique, en fait, c'est intéressant que ça soit étudié par les langues et cultures régionales, mais qu'on n'ait pas de travaux fondamentaux, en fait, dans nos domaines en sciences sociales, en fait. Alors peut-être, après il faudrait chercher. Peut-être que je peux pas avancer en disant qu'il n'y en a pas. Peut-être que. Non, mais on va rechercher tous ensemble, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qu'est-ce qui peut, par rapport aux questions, alors c'est vrai qu'il y avait donc des questions. Est-ce que vous voulez plus d'éclaircissements ou même par rapport aux remarques que vous avez pu faire? Voilà, les LACOU, est-ce qu'ils ne se recomposent pas? C'est-à-dire qu'ils étaient historiquement ancrés dans certains territoires, mais est-ce que finalement, ils ne se sont pas recomposés dans des territoires semi-urbains où en fait, les relations se sont recomposées progressivement? C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de la case, mais en fait, on est en fait, je pense par exemple dans les secteurs des hauts-fonds, on est un petit peu en arrière de la côte de la Riviera. Et là, en fait, on a des espaces de vie qui se sont recomposés. Est-ce que on peut toujours appeler ça des LACOU? Est-ce que ça se recompose comme des LACOU? Parce qu'en fait, il y a des relations de voisinage qui s'établissent avec le temps. Est-ce que ça ressemble un petit peu à cela? Non, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre dans le sens où même si effectivement il va y avoir des relations. Alors, je dis je ne suis pas sûre. C'est-à-dire qu'après, il faut différencier. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple des personnes qui vont vivre sur un terrain familial. Voilà. Donc, les personnes vont vivre sur un terrain familial, elles vont construire leur maison sur le terrain familial. Et effectivement, donc, elles vont avoir, on pourrait se dire que c'est un peu l'esprit LACOU parce que bon, elles vont avoir donc des relations, voilà, comme ça de proximité, pouvoir se demander comment dire, pouvoir se demander des choses, etc. Mais après, j'observe, alors là, je parle vraiment par rapport, moi, à ma patientèle, j'observe que même les gens qui vivent sur des terrains familiaux et tout, il reste comme, enfin, rares sont les familles qui vont partager des choses. C'est-à-dire que les personnes restent quand même assez individualistes, en fait.
Et donc, voilà. Donc, il y a ça. Deuxièmement, les lacous, ont été construites vraiment par rapport ça a été quelque chose de bien précis, en fait. D'accord? Voilà, il fallait se rapprocher de la ville, il fallait il fallait recréer donc un espace, et on était vraiment dans quelque chose dans la solidarité, parce qu'on traversait les mêmes galères, et on rencontrait les mêmes difficultés. Et que bon, ben voilà quoi, il fallait par exemple, comme je disais, si moi je dois aller travailler et puis il y a les enfants, celui qui travaille pas, c'est lui il va s'occuper de tous les enfants du Lacou, quoi, en fait. Vous voyez? Donc, j'ai pas l'impression que ce soit le même esprit. Après, il y a des coins aussi où les gens ne sont pas forcément sur un terrain familial, ne sont pas forcément de la même famille et tout ça, mais ils vont recréer quelque chose. Mais là, ça laisse plus penser comme comment dire, comme un squat, et c'est pas encore non plus, c'est pas le même esprit, en fait. Donc, et après, vous allez avoir aussi d'autres personnes qui vont aussi recréer, en fait, un espace. Mais entre gens de même statut. Et là aussi, c'est pas un Lacou. Donc, voilà. D'accord, oui, mais merci bien. Ouais, c'est important de nuancer, oui, pour qu'il n'y ait pas de confusion, et vous m'avez bien tout éclairci. Ouais. En fait, il y a une question de Quentin, mais Quentin, vous pouvez prendre la parole directement, je pense, en fait, parce que votre message est plus long. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, ma première question, c'était concernant, dans les propositions à la fin de votre diaporama, j'ai vu que la consultation de la population était, représentait une assez grosse part des propositions. Et ma question, c'était sur, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'informer la population de toutes les influences sur aussi bien le territoire que leur style de vie, avant comment dire, je ne dirais pas prendre en compte leurs revendications, mais avant je sais pas. Oui, enfin, ça serait un peu ça. C'est avant de prendre leur avis sur un sujet d'aménagement. Tout à fait. Ou Ah est-ce oui. que leur avis brut suffit? Enfin, est-ce qu'on peut déjà tirer des éléments intéressants à partir de leur avis brut? Ou est-ce que c'est intéressant de les informer avant? Alors, bien souvent, par exemple, le psychologue environnemental, parce que c'est aussi une discipline, donc ce qu'il va faire, c'est que il va faire du porte-à-porte. Et donc, il aura plusieurs questionnaires. Et alors, le premier questionnaire va être justement de relever l'avis brut. Voilà, sûr. Et après, il va y avoir donc des rencontres où là, on va petit à petit vont être abordés justement pour reprendre ce que vous avez écrit. Donc, voilà, les influences majeures sur le territoire, les populations, le style de vie, etc. Et donc, voilà, après, ça va être abordé, ce qui fait que comme à chaque fois, il y a des questionnaires et tout. Donc, ce qui fait qu'à partir de ça, il sera possible d'observer à quel moment ça a changé. Est-ce que la personne a toujours le même avis, ou alors est-ce que cet avis s'est un peu modifié, et qu'est-ce qui a permis de modifier? Les questions vont être ciblées de toute façon. Donc voilà. Donc, mais bien sûr, c'est ce qui est… hop là, qu'est-ce que ça me met là? Attendez, il va falloir que je charge mon ordi. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, mais bien sûr, c'est tout à fait, c'est important donc d'informer la population, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui. Oui. Oui, merci beaucoup de votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, madame. Oui. Madame, vous avez dit que la cour, donc ça se trouve dans… Pas compris. Pardon? Vous n'avez pas entendu? Ah, voilà, dites-moi. OK.
Donc, vous avez dit le mot Lakou, ça se trouve à la proximité des villes, n'est-ce pas? À la périphérie, oui. Tandis que pour nous, en Haïti, donc c'est pas la même chose parce que en Haïti, lorsqu'on parle du Lakou, donc c'est un endroit qui se trouve dans les milieux ruraux, donc laissé par nos descendants, par exemple. Et quand on dit, donc moi je vais à Lakou, tu vois, donc Oui, ça, il y a pas mal de choses là-dedans. Ça a un aspect culturel. Donc, c'est comme ça en Haïti. Donc, au lieu de voir ça à la proximité des villes, donc le mot Lakou, donc ça se trouve dans les milieux ruraux. Donc, il y a pas mal de végétation là-dedans. Donc, tu vois, il y a une couverture très importante là-dedans. Donc, on peut dire que c'est un milieu protégé donc, pour les Haïtiens, donc, dans lequel on peut exercer des rites culturels. Donc, pour nous, c'est comme ça lorsqu'on parle du mot Lakou. alors, effectivement, c'est vrai que j'avais lu, j'ai lu effectivement au niveau des Lacous, donc à Haïti et d'ailleurs à La Réunion aussi. Et j'ai vu effectivement que c'était très différent. Mais là, je ne l'avais pas mis. J'étais restée, c'est vrai que je suis restée sur la Guadeloupe et la Martinique parce qu'en fait, je ne savais pas que, je pensais, déjà, je pensais que je venais en fait à Fouillol directement en présentiel et en plus, je pensais que en fait, c'était que pour les étudiants en fait guadeloupéens. J'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais voilà. Donc, ce qui fait que du coup, je suis restée que sur voilà, Guadeloupe, Martinique. Mais effectivement, j'ai beaucoup lu par rapport justement au Lacou en Haïti, et effectivement, c'est pas pareil. Et même d'ailleurs, quand on voit par rapport à la Guadeloupe et la Martinique, hein, il y a aussi des différences aussi, même si après, ça reste quand même assez proche dans justement le fait d'être à la périphérie des villes et tout ça. Mais en tout cas, ce qui demeure, en tout cas, c'est vraiment cet aspect avec, comme je disais, au niveau des mots-clés, vraiment la solidarité. Et alors, je suis en train de rechercher mes mots-clés, en fait. Voilà, le foyer, l'appropriation, la transmission, et donc voilà, cette solidarité, etc., que l'on va retrouver dans les Lacous et que je crois essentiel dans tout projet, en tout cas d'aménagement urbain, d'essayer de vraiment, pour coller à la population, de vraiment tenter de respecter cela, quoi. Donc, est-ce que donc, la distance ne dépend pas comme si de la superficie de l'endroit? Par exemple, la Guadeloupe et la Martinique, c'est pas une grande superficie. Donc, c'est pourquoi donc, on peut trouver, par exemple, que ces différents espaces à la proximité des villes, tandis qu'en Haïti, donc, on a pas mal d'espace. Donc, c'est pourquoi, donc, par rapport à la croissance urbaine et puis par rapport avec l'évolution, donc, les gens n'aiment pas vivre, par exemple, dans les milieux ruraux. Donc, ils décident d'aller directement en ville. Donc, après, ils vont dire, moi, je vais, par exemple, dans le Laco. Donc, à ce moment-là, donc, on voit l'aspect donc, familial, on voit l'aspect culturel. Et puis, lorsqu'on, par exemple, donc, l'aspect culturel, donc, par exemple, si donc, on a des choses à régler ensemble, donc, si tu as une maladie aussi, donc, on peut consulter aussi des gens au niveau de la cour pour avoir des conseils, soit des médicaments au niveau de ces milieux-là. Donc, moi, je pense que c'est par rapport, par exemple, à la dimension de l'espace, donc on peut trouver, par exemple, comme si parler de, de la distance par rapport avec la ville. Alors, je pense, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, mais et je pense aussi que, mis à part la distance, il y a, c'est pour ça que je parlais d'histoire aussi, et qu'il faut tenir compte de Je ne sais pas, l'histoire. est-ce que ce mot-là est inscrit au niveau d'un dictionnaire, par exemple, français?
Non, C'est un mot créole, c'est pourquoi donc, quand je dis Lakou, donc je ne vois pas. C'est un mot créole qu'on utilise. Tu vois? c'est un mot créole, oui. Voilà. Mais pour revenir sur ce que vous avez pu dire, effectivement, par rapport aussi à la géographie et tout ça, mais je crois aussi que c'est important aussi de considérer que l'histoire, par rapport à l'histoire d'Haïti aussi, c'est pas la même chose. C'est pas quand je dis c'est pas la même chose, il faut pas oublier aussi que par rapport à l'esclavage, Haïti donc c'est fièrement construite aussi différemment, d'accord? Donc il y a ça. Et par rapport en fait, par exemple, par rapport à la Guadeloupe, ce qui a fait au-delà de cette notion d'espace, hein, le fait que l'île soit petite, hein, mais ce qui a surtout généré ces lacous, c'est qu'il y a eu donc à un moment avec le fait de fermer donc les usines et tout ça, les personnes ont été obligées de venir travailler en ville. Et pour venir travailler en ville, ben, il fallait recréer un espace, parce qu'il fallait un espace pour vivre. Un espace, vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que, par exemple, si vous habitez Petit Canal et que vous devez venir travailler donc, à Pointe-à-Pitre, bah, ça ne va pas être possible en fait. Donc là, on parle à l'époque, vous voyez. Là maintenant, on peut avoir l'impression que, et même maintenant, c'est pas facile. Mais donc vous pouvez imaginer donc à l'époque. Donc c'est vrai que ça n'a pas été construit de la même manière. Par contre, là où je trouve que c'est quand même intéressant et qu'il y a quand même une similitude. Entre le Lacou en Haïti et le Lacou donc en Guadeloupe, c'est quand même ce retour aux sources. C'est-à-dire que le Lacou en Guadeloupe voulait vraiment préserver donc ben, voilà voulait préserver le non quoi, tout ce qui était authenticité. Le retour aux sources, se recentrer. Est-ce que forcément on devrait avoir, par exemple, un habitat au niveau de cet espace-là? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui étaient dans le Lacou avaient une maison? Non, est-ce que forcément, donc aujourd'hui, on devrait avoir, par exemple, un habitat au niveau du Lacou? Actuellement? Oui. Ah, je ne sais pas. Je comprends pas la question, excusez-moi. Je comprends pas. Non, pour Madame, nous, parce que pour nous, donc, on peut avoir, comment je peux dire ça? Donc, l'espace est là, mais ça peut arriver qu'il n'y a pas d'un habitat là-dessus. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. D'accord. Donc, oui, vous parlez en notion d'espace, donc d'espace non bâti, en fait. Voilà. Voilà, d'accord. C'est un espace, il était bâti, mais donc, par rapport donc, à l'évolution, donc, on ne peut pas avoir, par exemple, donc, une maison là-dessus. Donc, c'est pourquoi, donc, mais ça reste un milieu culturel, un milieu protégé pour la famille. Ok. Donc, de toute façon, là, en Guadeloupe, des lacous, je crois qu'il n'en existe plus. Donc là, maintenant, pour qu'il puisse y avoir du bâti dessus, ceux qui se rapprocheraient le plus, comme je vous dis, ce serait donc les maisons construites, en fait, sur un terrain familial. Et malheureusement, il y a de plus en plus de dissensions dans les familles. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai effectivement dans ma patientèle des personnes qui vont dire que bon voilà, on est 12 enfants, etc. On a tous construit et tout. Il y a papa, il y a maman, on vit tous là ensemble, etc. Et donc ça a l'aspect, en tout cas, ça a l'aspect du Lacou, mais c'est vraiment rare. Après, vous avez d'autres personnes, effectivement, qui sont dans la même dynamique de construire, donc c'est la famille, tous, ils construisent ensemble sur le même terrain et tout, mais ils n'ont que ça, c'est-à-dire qu'ils construisent tous sur le même terrain,
qui leur a été légué. Mais par contre, ils sont chacun quand même de leur côté. Ils vont échanger comme ça de temps en temps, mais ils sont des voisins et pas plus, vous voyez. Donc, je crois que maintenant, ça s'est vraiment perdu, et même au sein des familles, en fait. Madame, Oui, excusez-moi, je voudrais savoir, vous pensez qu'en fait, qu'il faudrait vraiment faire disparaître les lacous dans les villes et ne pas l'améliorer pour garder l'identité et rappeler aux anciens que l'histoire, elle est là, ne pas le faire oublier, par exemple? alors, je crois que ça a déjà disparu, malheureusement. Je crois que les lacous ont déjà disparu. Par contre, comme il faut vivre avec son temps, hein, c'est ce qu'on dit souvent, comme il faut vivre avec son temps, je pense que ce qui serait intéressant, c'est justement de s'en inspirer. C'est peut-être pas de faire la même chose, mais en se servant justement de tout ça, c'est-à-dire par rapport à l'histoire, en sachant que l'espace va avoir un impact sur nos vies, donc de pouvoir justement s'en inspirer et voilà, comprendre l'impact qu'a pu avoir l'histoire donc sur notre perception donc de l'espace, et à partir de ça ben voilà, veiller à ce que, par exemple, on pourrait imaginer une cité HLM, je sais pas, on pourrait imaginer que ben voilà, que ce soit circulaire et de manière à ce que il puisse y avoir des échanges entre les personnes, qu'il y ait un endroit. D'ailleurs, je crois que ça se fait. Il me semble que c'est un endroit à Bordeaux. Il faudrait que je cherche. Ah, d'ailleurs, non, je pense que je vous l'ai mis, d'ailleurs. Il me semble que je vous l'ai mis dans… C'est une étude qui a été faite. Oui, je crois l'avoir. Je suis en train de regarder en même temps, excusez-moi. Non, là, je ne trouve pas là. Mais il me semble que je l'ai sur… bon, je rechercherai, mais il y avait une étude comme ça. C'est à… il me semble que c'est à Bordeaux, où ils ont essayé, justement. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas appelé la cour, c'est assez marrant, bah, bien sûr, parce que bon, ils sont à Bordeaux, ils l'ont appelé la cour, d'accord, en 2 mots. Et alors, oui, c'est la cour ou le cours? La cour ou le cours, je ne me rappelle plus. Je vais chercher et je vous dirai ça. Et en fait, voilà. Et ils ont créé donc un espace où les gens peuvent se parler. Ils descendent à un moment. Ils ont un espace pour se parler. Alors, c'est pas totalement un lacour, mais en tout cas, il va y avoir, voilà, il va y avoir des échanges. Il va y avoir une proximité. Après, bon, je sais pas s'ils s'échangent un petit peu de riz, un petit peu de sucre, etc. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont dans quelque chose où oui, ça peut ressembler. Comme je donnais aussi l'exemple tout à l'heure de l'Essonne, là, dans le 91, il y a eu une expérience comme ça aussi, où, voilà, avec les jardins, et les personnes donc, vont dans ces jardins, et ce sont des personnes qui peut-être ne se seraient jamais parlé s'il n'y avait pas eu ce jardin. D'accord, mais là, chaque personne a sa parcelle. C'est le maire qui a donné donc des parcelles. Donc, chacun a sa parcelle, chacun plante ce qu'elle veut dessus. D'accord, donc c'est intéressant parce qu'il va y avoir ce rapport à la nature et tout. Et au-delà du rapport à la nature, avec tous les bienfaits que ça peut apporter au niveau psychologique, eh ben, au-delà de ça, il va y avoir justement cette relation à l'autre. Pendant que je suis en train de fouiller là 2-3 patates et tout, et ben voilà, je parle avec l'autre qui me dit bah tiens, moi j'aurais fait comme ça, bah tiens, contre les punaises il y a ça, enfin les punaises, les chenilles, il y a ci, il y a ça, etc., etc. Et voilà. Et après, quand je récolte le fruit voilà, de mon travail, et ben voilà, les échanges. Et là encore, ça crée une autre. Donc voilà, je pense que dans les projets d'aménagement, ça peut être intéressant, peut-être pas de refaire un lacou, parce que le lacou était là pour quelque chose de bien précis, mais en tout cas de s'en inspirer. Voilà. Pour mettre plus de liens. En fait, parce que ce serait dommage de couper c'est comme si on leur coupe le cordon ombilical de leur mère, comme vous dites avec la mère, et en fait, se déracinent en fait.
Ça. Alors, en même temps, l'embêtant, c'est que maintenant, les gens se sont beaucoup occidentalisés. Et après, ça va être, je crois que ça serait un travail ardu que de vouloir revenir en fait au lakou, qui est quand même justement dans les mémoires encore assimilé à quelque chose de très dur. Voilà, d'une époque qui est très dure. Quand les anciens en parlent, ils en parlent avec de la nostalgie, parce qu'ils vont dire ah oui, voilà, donc on est, ah ouais, si j'avais besoin de ça, je pouvais aller demander à un tel machin. Par exemple, les enfants, eh ben, d'ailleurs, il y a aussi des moins anciens qui vont pouvoir dire ah ben oui, moi si par exemple je faisais une connerie, et ben voilà, par exemple ma mère ou mon père n'étaient pas là, mais la voisine pouvait me foutre une calotte, quoi. Vous voyez? Donc même au niveau de l'éducation. Maintenant, je suis pas sûre que ce serait possible. Parce qu'on est passé à autre chose. Mais par contre, ce rapport à la terre, on pourrait passer par ce biais, par contre, pour remettre du lien social, pour faire en sorte aussi que les personnes se sentent mieux dans leur corps, dans leur tête, et à partir de ça, eh ben, forcément, ça agirait sur d'autres aspects. Ça agirait sur l'éducation, ça agirait oui, ça agirait sur plein d'autres aspects, et ça ferait des citoyens respectables et des citoyens heureux. Parce que quand on est bien, quand on est bien dans son environnement, on en prend soin. Et je crois que quand on voit un petit peu les choses qui sont un peu saccagées, etc., c'est parce que les gens ne sont pas bien dans leur environnement. Donc, ils se sentent pas bien, ils se sentent pas investis à ce niveau-là. Et donc voilà. Donc, ils vont casser les choses. Tout dépend en fait tout dépend de, comment dire, de l'âge des personnes. Voilà, c'est ça en fait. L'âge est très important, parce que comme vous dites, vous avez parlé de l'histoire, mais c'est vrai que bon, ce sera plus jamais comme avant, il va falloir moderniser, mais garder le côté quand même colonial. Ils ont peut-être besoin de ça aussi, parce que sinon ils sont perdus. Il y en a qui sont perdus. Alors, je sais pas ce que vous voulez dire par le gardien, par le côté colonial. Je sais pas, parce que je pense que justement, non, il faut pas qu'il y ait le côté colonial, justement. Donc, puisque ce côté colonial a fait beaucoup de mal, et peut-être continue encore dans les mémoires. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose. Par contre, il pourrait y avoir des expériences pilotes où, justement, avec des jeunes qui auront justement des enfants et tout ça, le fait de pouvoir les élever dans un contexte approprié, ça permettrait de voir justement quels seraient les effets, justement au niveau de la solidarité, au niveau de l'éducation, voilà, ça permettrait le fait de pouvoir partager et tout. Je pense que ça permettrait de voir que c'est peut-être justement le retour aux sources qui peut sauver ce qui a sauvé. Donc, oui. Voilà. Donc là, je vois qu'il est 17h. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Oui, alors je voulais vous laisser en fait. Ah oui, alors je vois que dans la discussion, il y a donc, qu'est-ce que vous avez mis? Pour nous les Haïtiens, donc, le mot lakou vient de la cour. Alors, attendez, j'essaye avec mon… Voilà. Voilà. C'est très difficile pour moi de dire le lakou, un lakou. D'accord. OK. Mais c'est pareil aussi, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe aussi, hein, le lakou, en fait, ça vient aussi de la cour, parce qu'on disait la cour Charmot, la cour Montbruno, ouais. Et en fait, c'est devenu lakou. On lakou. Voilà, c'est pour dire, on va dire on lakou, si on lakou. Et donc, c'est, voilà. Du coup, après, ça s'est orthographié lakou. Voilà.
Mais sinon, effectivement, à la base, c'était la cour. Alors, voilà, je voulais vous laisser avec ces 2 phrases à méditer. Donc, ça fait partie de la philosophie du chat de Philippe Geluck. Ce qu'il y a de réjouissant avec les nouvelles technologies, c'est qu'elles répondent déjà à des besoins que personne n'a encore. Et le passé, on ne sait pas très bien quand ça a commencé. Par contre, on sait avec précision quand ça vient de finir à l'instant. Donc, vous allez vous dire, mais elle, c'est bien une psychologue, parce que alors là, c'est quoi ces phrases-là? Mais je vais vous demander d'y réfléchir par rapport justement à psychologie et aménagement. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses qui vont sortir de ça. Là, quand on regarde comme ça a l'air bizarre, mais vous allez voir. Et sinon, diapo suivante. Voilà. Donc là, c'est en Afrique, c'est les enfants donc, des Ubuntu. Voilà, Ubuntu. U-B-U-N-T-U. Voilà. Et je trouve que cette photo, elle est formidable, puisque effectivement, c'est à partir des enfants qu'on construit, c'est les enfants qui construisent le peuple, l'âme même. Et voilà, ils sont tous autour là, ils ont mis leurs pieds les pieds joints à côté les uns des autres. Et voilà. Et le foyer, c'est ce qui va être au milieu, en fait. C'est, je vois, ce sont mes cousins. D'accord. Bien. OK. Et donc voilà. Voilà, donc je vous laissais avec cette photo que je trouve très intéressante et qui pourrait résumer tout ce qu'on a dit. Et avec justement cette communication circulaire et ce qu'il va en ressortir. Et puis les deux phrases là, voilà. OK, donc en tout cas, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, vous aurez donc mon mail et puis cette intervention et pas de souci, je répondrai à toutes vos questions. Et vraiment, je vous remercie pour votre participation, votre écoute et voilà, hein, et les échanges. Voilà, ben, on vous remercie bien pour cette présentation. Puis c'était important dans notre approche. On voulait vraiment avoir un autre point de vue pour pas que ce soit toujours celui de l'économiste, puis de la réglementation, voire la réglementation, donc l'urbanisme, la réglementation par rapport au risque. En fait, dans tout cela, il n'y a pas d'humain. Et après, on a les architectes ou les paysagistes qui ont leur projet, puis ils vont poser ce projet là-dessus. Et finalement, ce sont les populations qui doivent s'en accommoder, puis rentrer un petit peu dans le moule. Et on sait que c'est très important de prendre en compte toute la dimension psycho-sociologique, culturelle en fait, que l'on a dans nos territoires également. OK, ben en tout cas, j'espère avoir apporté un éclairage intéressant. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ben, je reste de toute façon à votre disposition. Et voilà, donc vous leur donnerez de toute façon le diaporama. Et puis, oui, vous m'avez dit que c'était enregistré, donc c'est cool. Voilà. Et puis après, mes coordonnées, enfin mon mail aussi, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Et vous êtes sur Basse-Terre en fait plutôt? Moi, je suis à Capesterre. D'accord, parce qu'en fait, la formation, on est sur Saint-Claude en fait. Donc, si vous voulez revoir les étudiants après en présentiel, il n'y a plus de problème. Maintenant, on est autorisé en fait. Hein. Ah bah oui, ben moi, de toute façon, c'est vous.